Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Bonjour. Aujourd'hui, notre point de départ, c'est un document historique qui se lit presque comme un manuel de survie pour l'ère numérique. Oui, c'est tout à fait ça. Et pourtant, ça date de la fin du 19e siècle. On se base sur des extraits de l'autobiographie de P.T. Barnum. Life of P.T. Barnum, written by himself, publié en 1888. Exactement. Et l'objectif de notre échange aujourd'hui, ça va pas du tout être de retracer bêtement la vie chronologique d'un homme de spectacle. Non, en fait, la mission de cette analyse, c'est vraiment de décortiquer la mécanique d'un esprit. Un esprit qui a littéralement redéfini la manière dont on capte et surtout dont on monétise l'attention du public. C'est ça. Barnum, c'était pas juste un organisateur de cirque, tu vois. En lisant ses mémoires, on réalise qu'il a posé les fondations du marketing moderne, des relations publiques et même de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'attention. Mhm. Et le plus fou, c'est qu'il a conceptualisé tout ça bien avant l'existence d'Internet, de la télé ou des algorithmes. Il avait une compréhension vraiment viscérale de la psychologie des foules. Ce qui est fascinant pour ceux qui nous écoutent, c'est de voir à quel point les tactiques qu'on utilise aujourd'hui pour créer le buzz, c'est que des variations de ce que Barnum faisait il y a plus d'un siècle. Totalement. Et pour bien comprendre d'où lui vient cette intuition, il faut regarder ses premières années. Son éducation entrepreneuriale, elle n'a pas commencé dans une école de commerce. Non, pas vraiment, ouais. Ça a commencé par une farce familiale, assez cruelle d'ailleurs. Ah oui, l'histoire de l'île. Voilà, Ivy's Island. En fait, à son baptême, son grand-père lui offre un terrain de 5 acres qui s'appelle Ivy Island. Et pendant toute son enfance, toute sa famille, tout le village lui répète qu'il est l'enfant le plus riche des environs. Le fier propriétaire d'un domaine inestimable. On imagine bien l'ego d'un gamin gonflé par ce genre de récit. Tout son entourage participe à cette espèce de réalité virtuelle. C'est ça, il grandit avec la certitude absolue qu'il est riche, et du coup, à 10 ans, il exige d'aller voir sa fameuse propriété. Logique. On l'y emmène, il traverse des broussailles, il se fait piquer par des frelons, il s'enfonce dans la boue. La descente aux enfers. Ouais, pour finalement découvrir que son inestimable domaine, c'est un marécage nauséabond, stérile et infesté de serpents. Le choc brutal entre le récit qu'on lui a vendu et la réalité crue. Ça a dû faire mal. Mais en fait, cette désillusion, elle est fondatrice pour lui. C'est sa première grande leçon sur la plasticité de la vérité. Il réalise que la valeur perçue d'un objet ou d'un lieu n'a pas besoin d'être ancrée dans une réalité matérielle. Si une communauté entière décide qu'un marécage est un trésor juste parce que l'histoire est répétée avec conviction, alors, socialement parlant, ce marécage devient un trésor. C'est fou quand on y pense. C'est l'essence même de la création de valeur par le narratif. Et cette révélation va dicter toute sa carrière. Et cette confrontation avec la valeur réelle des choses, on la retrouve un peu plus tard, lors de son tout premier voyage à New York. Ah oui, le fameux dollar. Voilà, il a 12 ans, il part avec un seul dollar en poche, ce qui, pour lui, est une véritable fortune à l'époque. Mais la ville va très vite lui enseigner la mécanique de la dépense impulsive. Il claque tout très vite, c'est ça? Mais oui, d'abord une partie dans des oranges hors de prix. Ensuite, il s'achète un fusil en jouet, il tire par accident sur le barman de sa pension et il se prend une gifle magistrale en retour. Une introduction un peu rude aux conséquences de ses achats, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Et il s'arrête pas là. Pour se consoler, il achète des torpedos. Tu sais, ces petits pétards d'époque. Ouais. Il les lance dans les couloirs, ce qui rend le propriétaire complètement fou. Et à la fin de la journée, il est tellement à sec qu'il échange ses jouets et même une partie de ses vêtements contre des simples bonbons à la mélasse. Incroyable. Il rentre fauché, mais il a expérimenté l'ivresse de la consommation. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il analyse ça avec beaucoup de recul dans ses mémoires. Il a été lui-même la cible parfaite. Ébloui par la nouveauté, guidé par l'impulsion plutôt que par la raison, Ouais. il décortique comment l'enthousiasme court-circuite le jugement financier. C'est une expérience empirique de la psychologie de l'acheteur, une expérience qu'il va parfaitement inverser quand il passera de l'autre côté du comptoir. Et ce passage de l'autre côté, il se fait avec une audace folle. On avance un peu dans le temps et on le retrouve jeune éditeur d'un journal, The Herald of Freedom. Un journal assez piquant. Très landingue. Il publie des articles au vitriol contre un notable local qu'il accuse d'usure. Résultat, condamnation à 60 jours de prison pour diffamation. Là, la plupart des gens feraient profil bas. Exactement. N'importe qui aurait eu honte. Mais Barnum, lui, il transforme sa cellule en bureau de direction. C'est génial.
Il fait poser de la moquette, il tapisse les murs, il continue de rédiger son journal depuis la prison et il reçoit ses amis en grande pompe. C'est un retournement de situation brillant. La prison devient un théâtre, en fait. Il refuse le rôle du paria et il endosse celui du martyr de la liberté d'expression. Et le jour de sa libération, c'est l'apothéose. Il sort pas par la petite porte, il orchestre une parade colossale. Un carrosse tiré par 6 chevaux latents, précédé par 40 cavaliers et une fanfare complète qui joue des hymnes patriotiques. Il défile triomphalement jusqu'à sa ville. Et là, il démontre une maîtrise précoce du spin médiatique. Du spin, carrément? Ouais. Son incarcération, c'est plus une tâche sur son CV. C'est une campagne de lancement. Il a compris un truc fondamental, c'est que l'attention publique est une ressource neutre. C'est-à-dire? Que l'attention vienne de l'admiration ou du scandale, ça n'a aucune importance, tant qu'on parvient à garder le contrôle du récit. Cette libération théâtrale a fait exploser les abonnements de son journal. Ça a prouvé que la notoriété est le levier le plus puissant du commerce. Absolument. Et ce levier va le propulser dans sa vraie vocation, le monde du spectacle. C'est là qu'il se lance dans ses premiers grands humbugs. Les fameux humbugs. Juste pour clarifier pour notre public, un humbug au XIXe siècle, c'est pas vraiment une arnaque malveillante, c'est plus une exagération théâtrale, un canular où le public sait au fond qu'on joue avec les limites de la vérité, mais accepte le contrat pour s'amuser. C'est du divertissement pur. Voilà. Et son premier grand coup, c'est l'exhibition de Joyce F., une femme qu'il présente comme l'ancienne nourrice de George Washington. Elle aurait eu 161 ans. Bon, sur le plan historique, le cas de Joyce F. est super complexe et montre bien les dynamiques d'exploitation de l'époque, évidemment. Mais si on se concentre juste sur la mécanique promotionnelle, Barnum déploie une vraie ingénierie de la rumeur. Ouais, affiches, pamphlets. Des débats organisés dans la presse. Il se contente pas de montrer une attraction, il s'assure que tout le monde en débatte avant même d'avoir acheté un billet. Il crée le besoin, par la controverse. Et il pousse le concept encore plus loin avec le signor Vivala. Ah, le lanceur d'assiettes. C'est ça, un artiste italien engagé par Barnum. Son numéro, c'est de faire tourner des assiettes et des cerceaux. Mais la virtuosité technique, ça attire pas les foules. Les salles sont désespérément vides. Et là, Barnum a une idée machiavélique. Très machiavélique. Il engage secrètement un autre artiste, un certain Roberts. Il le place dans le public. Et en plein milieu du numéro de Viola, Roberts se lève, il commence à le siffler et le défie à voix haute. Il prétend qu'il peut faire tourner les assiettes bien mieux que lui. La provocation publique comme outil marketing. Exact. Viola s'énerve, le ton monte et Barnum, qui fait semblant d'être le médiateur, annonce dans toute la presse un grand duel d'agilité entre les deux hommes pour le lendemain soir. Et j'imagine que le résultat est immédiat. Évidemment, le théâtre affiche complet. Les gens qui s'en fichaient royalement des assiettes tournantes la veille se battent pour voir l'affrontement. Cette séquence est clé pour comprendre l'industrie du divertissement. Le public se lasse hyper vite de la simple compétence technique. Ce qu'il veut, c'est une narration, de la tension, un conflit. En fabriquant cette rivalité de toutes pièces, il donne au public une raison de s'investir émotionnellement. Faut choisir un camp, tu vois. C'est l'ancêtre de la scénarisation qu'on voit dans les sports de combat ou la télé-réalité aujourd'hui. L'enjeu perçu crée l'engagement. L'engagement, oui, mais parfois ça frôle la catastrophe. Il raconte une anecdote ahurissante de l'époque où il tournait avec un partenaire nommé Aaron Turner. Oh oui, l'histoire du costume noir. Barnum vient de s'acheter un costume noir flambant neuf. Ça lui donne une allure très stricte, presque comme un pasteur. Ils arrivent dans une nouvelle ville et d'un coup, Turner le pointe du doigt et hurle à la foule que ce n'est pas le directeur du cirque, mais Havray. Havray, le meurtrier, hein. Oui, un meurtrier tristement célèbre qui faisait la une des journaux et qui s'était enfui. Un coup de folie. La foule plaisantait vraiment pas avec ce genre de truc à l'époque. Pas du tout. Une émeute éclate instantanément. La foule enragée s'empare de Barnum, manque de le lyncher. Il commence même à préparer le goudron et les plumes. L'horreur. Barnum réussit in extremis à sauver sa peau. Il sort ses papiers, supplie les autorités de vérifier son identité. Une fois le calme revenu, Barnum est furieux. Il tremble encore et il demande à Turner ce qui lui a pris. Et la réponse de Turner est magique. Il éclate de rire et il lui répond hyper sérieusement qu'il a fait ça pour le bien des affaires. Selon lui, cette tentative de lynchage, c'était la garantie absolue que le chapiteau serait plein à craquer le lendemain. Et il avait raison. Il avait raison. Le lendemain, toute la ville voulait voir le fameux directeur qui avait failli être couvert de goudron. Ça illustre la philosophie brutale de ces pionniers. L'indifférence est le pire ennemi des affaires. L'indignation, la colère,
Ce sont des émotions à haute intensité qui se transforment facilement en attention monétisable. Turner a parié la vie de son associé en se disant que le scandale serait le meilleur des véhicules publicitaires. Le risque physique comme coût d'acquisition client. Exactement. C'est une stratégie d'hypervisibilité. Cette audace sans limite, il la garde quand il s'installe à New York de façon permanente. Il veut racheter le fameux American Museum. Le détail croustillant, c'est qu'il n'a pas un centime. Rien du tout. Il mise tout sur le culot. Il négocie un arrangement pour que le propriétaire du bâtiment l'achète pour lui. Mais il se fait doubler à la dernière minute par les directeurs du Peale Museum, une institution rivale. Eux, ils débarquent avec 15 000 $ en liquide. Barnum aurait dû être hors jeu. Mais au lieu d'abandonner, il lance une vraie guerre de l'information. Sous un pseudonyme, il rédige des squibs, tu sais, des petits articles satiriques très venimeux dans la presse. Il ridiculise la gestion financière des directeurs du Peale Museum. C'est une asymétrie remarquable. Il ne peut pas rivaliser sur le terrain de l'argent, du coup il déplace ce combat sur le terrain de la réputation. Il attaque littéralement le cours de leurs actions avec des mots. Et ça marche si bien que les investisseurs prennent peur et se retirent. Pendant ce temps, Barnum contacte secrètement l'administrateur du musée. Et il propose de racheter pour moins cher. 12 000 $, en sachant très bien que ses concurrents ruinés par sa campagne pourront pas s'aligner. Affaire conclue. Il a inventé la vente à découvert basée sur la guerre de l'information. Il détruit la confiance pour assécher les finances de ses adversaires. L'opinion publique devient une arme économique. Et une fois qu'il a les clés, le musée devient un vrai laboratoire de marketing de guérilla. Sa trouvaille la plus géniale, c'est l'homme aux briques. Ah, cette histoire est merveilleusement absurde. Complètement. Un homme l'aborde dans la rue pour chercher du travail. Barnum lui donne 5 briques et une consigne très stricte. Il doit placer une brique à un coin de rue, une autre plus loin, etc. Ensuite, il doit marcher d'une brique à l'autre de manière très solennelle, les échanger de place, ne parler à personne et entrer dans le musée à chaque heure précise. Et l'homme le fait avec le plus grand sérieux. Avec un visage fermé, comme s'il accomplissait un rituel de la plus haute importance. Au bout d'une heure, une foule immense bloque littéralement Broadway. Tout le monde est fasciné par ce manège incompréhensible. Et à chaque fois que l'homme franchit les portes du musée, des dizaines de personnes achètent un ticket juste pour percer le mystère. La mécanique psychologique ici, elle est d'une grande finesse. Il fait aucune promesse. Il dit pas « venez voir une merveille ». Il crée juste une anomalie visuelle dans l'espace public. Le cerveau humain a horreur des informations incomplètes. Il a ce besoin obsessionnel de fermer la boucle. En refusant de donner la solution dehors, Barnum s'assure que la seule façon de soulager cette dissonance cognitive, c'est de passer à la caisse. Il monétise la curiosité pure. C'est brillant. Et il sait aussi jouer sur des cordes très sensibles, comme le patriotisme. Il y a cet incident le 4 juillet, le jour de l'indépendance. Il attache une gigantesque corde de drapeau entre son musée et un arbre immense qui appartient à l'église Saint-Paul en face. Les administrateurs de l'église n'ont pas dû apprécier. Ils étaient livides. Ils arrivent, ils exigent qu'ils décrochent tout, ils menacent de couper les drapeaux eux-mêmes. Mais Barnum voit que la foule s'amasse, et il saisit l'opportunité, il hurle « J'aimerais bien voir que vous osiez couper le drapeau américain le jour de l'indépendance. Je vous montrerai 1000 mains yankees pour vous en empêcher. » Waouh! La foule se met à gronder, prête à défendre le drapeau, et les officiels de l'église, terrorisés à l'idée d'une émeute, battent en retraite. En un instant, le conflit change de nature. C'était un simple litige de propriété, et il le transforme en un test de pureté patriotique. Il se sert de la foule comme d'un bouclier humain, et des symboles culturels comme d'une armure. C'est une manœuvre d'intimidation sociale parfaite. Mais bon, attirer autant de monde, ça pose de sacrés problèmes logistiques, ce qui nous amène à l'épisode du panneau To the Egress. Ah oui, le fameux panneau. C'est le jour de la Saint-Patrick. Le musée est pris d'assaut, mais le problème, c'est que les visiteurs ont apporté leur propre repas pour y passer la journée. Dehors, des milliers de clients attendent avec leur argent, mais le musée est plein à craquer. Le flux est paralysé. Et s'il leur demande de sortir, il va créer de la frustration. Exactement, il ne veut pas ternir son image. Alors, il appelle son peintre et lui fait peindre en urgence un immense panneau qu'il place au-dessus d'une porte dérobée menant vers l'extérieur. Sur ce panneau, il écrit « To the Egress », vers l'égresse. L'égresse. La foule, trompée par le mot, s'attend à découvrir une nouvelle créature, peut-être la femelle de l'ogre ou un animal rare. Ils s'engouffrent avec enthousiasme par la porte et se retrouvent dehors, sur Ann Street, la porte refermée derrière eux. La beauté de cette solution, c'est la gestion de la friction. En ingénierie des foules, forcer les gens, ça produit toujours du mécontentement.
Ici, il utilise l'enthousiasme du public pour résoudre un problème opérationnel. C'est fort. Il transforme une expulsion en une attraction. Ceux qui se sont retrouvés sur le trottoir ont sans doute ri de la supercherie en admirant le piège. Ça préserve l'expérience globale tout en libérant de l'espace. L'art d'avoir le dernier mot avec le sourire. Et il multipliait les concepts. Il a fait les premiers concours de bébés avec des prix en espèces. Ça s'est fini avec 99 mères scandalisées qui accusaient le jury de triche. Ce qui a fait la une de la presse, bien sûr. Évidemment. Mais le sommet de l'ingéniosité, c'est la grande chasse aux buffles de Hoboken. Barnum annonce un événement totalement gratuit, une authentique chasse aux buffles dans le New Jersey. Des dizaines de milliers de New-Yorkais se massent pour y assister. Sauf que sur place, c'est juste quelques veaux un peu mous derrière une clôture. C'est ça, hilarité générale. Mais le coup de maître, c'est que Barnum avait secrètement affrété tous les ferries pour traverser le fleuve. L'événement était gratuit, mais le transport était payant. Et les recettes allaient directement dans sa poche. C'est fondamentalement le modèle freemium, mais appliqué au 19e siècle. Carrément. La stratégie, c'est de rendre l'attraction gratuite pour faire sauter la barrière à l'entrée et maximiser la foule. Et une fois la masse critique atteinte, la monétisation se fait sur l'infrastructure, le péage pour y accéder. Et cette compréhension des dynamiques sociales, elle devient internationale quand il part en Europe avec le général Thompson. Charles Stratton. Oui, un enfant d'une petite taille exceptionnelle. Au lieu de placarder des affiches partout dans Londres pour faire un spectacle populaire, Barnum change de tactique, il loue un manoir somptueux dans le quartier le plus prestigieux. Il annonce rien au public. Il envoie juste des invitations privées à la noblesse, aux banquiers, aux diplomates. Pas sur la liste, tu rentres pas. Il abandonne la masse pour une stratégie top-down, très similaire au luxe d'aujourd'hui. En ciblant l'élite, il crée une barrière artificielle. L'inaccessibilité génère le désir. Voir Thompson devient un symbole de statut social. Et ça marche. Le cercle le plus fermé lui ouvre ses portes. Buckingham Palace, la reine Victoria exige de les voir. Et là, l'étiquette vole en éclats. À cause de la règle de la cour ? Oui, interdiction de tourner le dos à la reine en sortant, faut marcher à reculons. Barnum et le petit Charles essayent, mais avec ses petites jambes, Thompson se fait distancer. Alors il se retourne, pique un sprint, se remet à reculer et repart en courant. Ça devait être tellement comique. La famille royale éclate de rire. Et le clou du spectacle, le caniche de la reine se met à aboyer sur lui et Thompson sort sa canne miniature et commence à se battre avec le chien au milieu du salon. Ce chaos authentique a brisé la glace. En offrant un moment de spontanéité pure, Barnum a sécurisé la validation ultime. Les conséquences ont été dingues. Barnum a exhibé la montre en or offerte par la reine Adélaïde. Lors des spectacles suivants, Thompson faisait même des blagues sur la bataille de Waterloo au duc de Wellington qui était dans la salle. Il a fait des recettes de plus de 500 $ par jour, une fortune inouïe. C'est clair, et du coup, si on synthétise tout ça, pour l'époque et pour aujourd'hui. L'équation de Barnum, elle est d'une redoutable efficacité. L'attention s'attrape par l'anomalie ou l'exclusivité, mais la clé, c'est que la promesse doit toujours délivrer de la valeur. Il offrait une multitude de merveilles pour 25 cents. Le public venait pour un canular, mais repartait diverti. Ce qui résonne tellement pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Dans nos flux d'informations infinis, la bataille pour l'attention, c'est le grand défi. Barnum nous rappelle que capter l'attention, c'est pas technologique, c'est profondément psychologique. Ce qui m'amène à une petite réflexion finale. On a vu comment il tordait la réalité avec des articles, des briques ou un coup de peinture sur un panneau. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il advient de notre réalité quand les outils ne sont plus des affiches, mais des intelligences artificielles ? Des deepfakes parfaits, des voix synthétiques. Si un illusionniste du 19e a pu modeler la vérité d'un continent avec des bouts de ficelle, la notion de vérité objective peut-elle survivre aujourd'hui ? C'est une vraie question. L'économie de l'attention n'a peut-être pas fini de nous montrer ces monstres. Sommes-nous tous, sans le savoir, en train de suivre le panneau vers la aigresse ? Une excellente question pour terminer cette exploration. Merci d'avoir plongé avec nous dans cette histoire fascinante.